prédiction, la prévision du jour, elle vient de l'ONU sur la durée de la guerre, mais beaucoup de commentateurs font à peu près la même. C'est une guerre qui pourrait durer très longtemps, avec une situation relativement figée, des territoires occupés, mais qui pourraient l'être longtemps sans reconnaissance de la communauté internationale. Mais de fait, cette guerre n'a et n'aura pas de vainqueur. Est-ce que c'est possible selon vous cela? Oui. Est-ce que finalement, ça n'est pas un peu la redite de 2014 de la guerre dans le Donbass, où finalement la guerre était un peu, enfin, restée gelée, elle n'était pas vraiment gelée parce qu'il y avait des morts quand même, et des coups de canon. Mais est-ce que c'est pas finalement une espèce de redite, 8 ans plus tard, de ce qui s'est passé dans le Donbass en 2014, avec des Russes qui tiendront plus de terrain que par le passé? Les forces et les faiblesses de l'agresseur, la capacité de résistance d'abord des Ukrainiens, elle est certaine, courage tout Oui. à fait hors norme, mais est-ce qu'il y a aussi une forme de résistance russe à leur propre douleur, si j'ose dire, perdent beaucoup d'hommes, perdent beaucoup de matériel, mais ils ont des réserves. Il me semble que les Russes sont assez résilients, enfin, c'est un peuple assez résilient. Les Ukrainiens nous montrent leur force d'âme, en effet. Euh, Mais pour moi, les Russes n'ont pas encore engagé toutes leurs troupes et sont en mesure de tenir encore longtemps. Ils ont des canons, ils ont des munitions, ils ont de l'armement et ils n'ont pas mobilisé, contrairement aux Ukrainiens. Donc oui, je pense qu'ils continueront à progresser, en tous les cas pendant encore quelques temps, et qu'ensuite il y aura une ligne de front. Est-ce qu'ils iront au-delà de ces lignes de front? Quand les gens parlent de prise d'Odessa, je ne pense pas qu'ils iront prendre Odessa. Alors peut-être dans 10 ans, mais en tous les cas pas aujourd'hui, mais ça laissera le temps à l'Europe de se renforcer et de montrer effectivement une véritable force. Voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui, compte tenu de la situation sur le terrain. Est-ce que vous sentez un génie des nations? Ça fait vite café du commerce, mais on a beaucoup l'impression dans cette guerre qu'on voit réapparaître des traits nationaux, les anglo-saxons très combatifs pour la guerre jusqu'au bout, les Européens de l'Ouest, les Français qui ont l'air plus hésitants, les Russes et les Ukrainiens grands guerriers. Mais je pense que les Français sont combattants, mais sans doute visent-ils la paix, et tout le monde a envie de vivre en paix en réalité. Est-ce qu'on a envie de rentrer dans une guerre dont on ne sait quand elle commence, on ne sait pas quand elle se termine, et on a suffisamment d'expérience sur notre territoire entre la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale pour ne pas avoir envie de recommencer. Mais l'esprit du Français est quand même combatif, et le soldat français a montré sur le terrain, à de nombreuses reprises, et dans de nombreux conflits ou crises en tous les cas, sa vraie capacité à combattre et à être victorieux. Ce qui est en train de se passer, c'est aussi un miroir, un reflet sur la capacité actuelle de l'armée française. C'est très intéressant ce qui se passe depuis quelques semaines. On découvre à quel point, alors, force spéciale, tout à fait remarquable, ça, tout le monde le convient. Vous avez été à la tête de ça pendant la guerre au Mali. Exactement, Vous aviez oui. combien d'hommes à l'époque sous vos ordres? En fait, sur place, au moment du début du conflit, il y en avait environ 200, on est monté à 400. Ah. Et effectivement, pendant les premières semaines, nous étions seuls, appuyés par l'armée de l'air et la chasse. Et de fait, on a pu repousser effectivement les djihadistes qui descendaient vers Bamako par deux axes principaux. Et on les a repoussés jusqu'à Gao. Et ensuite, on a pris Gao et le pont de Gao, surtout et l'aéroport de Gao, qui a permis ensuite de continuer vers le nord. Mais finalement, c'est quoi? C'est cette volonté, cette capacité. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, cette armée française est une armée expéditionnaire assez remarquable, mais qui présente des faiblesses capacitaires dans un certain nombre de domaines. Dans le conventionnel, là, ce qu'on Absolument. découvre, c'est que l'armée ukrainienne, alors, l'armée russe, on peut le penser, mais même l'armée ukrainienne a des capacités souvent bien supérieures à ce qui serait l'armée française aujourd'hui. Oui, je pense que quand on regarde, il y a un chiffre qui me surprend toujours, c'est qu'aujourd'hui, on a 222 chars, donc pas des véhicules blindés, des chars. Et en 1991, nous avions 1400 environ. Donc il y a une vraie baisse en termes de matériel et en termes de capacité. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, l'armée française a des trous capacitaires qu'il est urgent, à mon avis, de combler. Et il est urgent, en effet, d'augmenter sans doute le budget de la défense quand on voit, parce que je reste persuadé qu'un Poutine n'aurait sans doute pas attaqué l'Ukraine s'il savait que l'Europe était forte et puissante militairement. Ah, vous pensez ça? Ah, je pense que on attaque quand on pense que l'adversaire est faible. S'il savait que l'adversaire était fort, il aurait sans doute plus hésité. On va voir dans un instant un documentaire tout à fait exceptionnel sur l'histoire secrète du KGB. C'est la maison d'où vient Vladimir Poutine. Beaucoup de choses viennent de là encore aujourd'hui, plus de 30 ans après la chute du mur de Berlin. Vous les avez eu en face, vous avez fait Saint-Cyr, vous êtes natif de Saint. Vous racontez comment, je crois que c'est le moment où François Mitterrand vient au pouvoir. Et vous racontez dans votre livre, là, à ce moment-là, vous êtes plutôt de droite, j'imagine. Oh, Oui. je ne sais pas si je suis de droite, mais Allez, oui.
En tout cas, très anticommuniste. Et pour vous, Très c'est anticommuniste. l'idée qu'il y ait des ministres communistes. C'est pas loin des chars russes. Mais c'est vrai, je raconte ça dans mon livre, effectivement, donc moi j'ai passé le concours de Saint-Cyr en mai 81, au moment où effectivement François Mitterrand est élu, et avec d'autres de ma promotion, on s'était dit, bon, bah, avec des ministres communistes, on ne peut pas intégrer Saint-Cyr, c'est pas possible. Bon, ça c'était dans le feu de l'été, et le début septembre, nous étions tous à Saint-Cyr, Côte-Quidan, très contents et très heureux de devenir officiers français. Et c'est très intéressant de vous lire parce que vous pensez aussi contre vous-même et vous apprenez à connaître les Russes et à connaître notamment pourquoi Vladimir Poutine a pu être très populaire dans une partie de la population russe. Oui, alors, Vladimir Poutine, pour moi, est populaire parce qu'il a redonné du lustre à l'armée russe et il a redonné une grandeur à la Russie, qui finalement, après la chute du mur, l'armée russe s'est paupérisée. Un officier russe était incapable d'inviter sa famille à dîner dans un restaurant, même, j'allais dire, lambda. Et il a redonné du lustre. Il a rééquipé cette armée russe, dont on voit encore aujourd'hui quelques problèmes logistiques néanmoins, et des problématiques en particulier de transmission. Mais il a redonné, et c'est finalement ce qui plaît aux Russes, je pense. L'orgueil national russe, beaucoup de Russes avaient honte de Boris Eltsine, surtout sur la fin, Oui, ivrogne, etc. alcoolique, oui. Honte de Gorbatchev, trop mou à l'égard des Occidentaux, et ils ont été fiers de Poutine. Maintenant, on verra comment ça évolue avec la guerre, mais ils l'étaient en tout cas. Mais je pense qu'aujourd'hui, un certain nombre de Russes le sont encore. On voit qu'il y a des manifestations, bien sûr, mais je pense que la majorité de la population russe soutient sans aucun doute Vladimir Poutine. J'aimerais vous entendre sur les crimes de guerre. À votre place tout à l'heure, Robert Namias rappelait ce qui a été des crimes très graves pendant la guerre commis par des Français, les rafles du Veldiv et autres. Il y a eu ensuite la guerre d'Algérie, avec des crimes de guerre, souvent qui n'ont jamais été jugés. Dans le discours de ceux qui disent « Ah, regardez, il n'y a pas que les Russes », à tort ou à raison, on cite souvent des cas en Irak, par exemple. Quelle est la part de vérité? Dans quel moment, selon vous, les alliés occidentaux modernes, ceux d'aujourd'hui, on ne remonte pas à Dresde dans les années 40, ont pu commettre ce qui ressemble à des crimes de guerre? En fait, ce qui est très critiqué aujourd'hui, les crimes de guerre, évidemment, le problème de la guerre, c'est que c'est la guerre. Et malheureusement, il y a des drames humains et beaucoup de victimes civiles, trop. Mais quand on regarde, qu'est-ce qui est reproché à l'Occident, en fait? C'est par exemple l'intervention américaine en 2003 en Irak, non justifiée. Et chacun sait aujourd'hui qu'en fait, les fioles montrées par Colin Powell à la Tribune des Nations Unies, en fait, sont avérées un fake, comme on dirait aujourd'hui. Et donc, j'allais dire une manipulation de l'opinion publique avec... Fallujah, par exemple. Fallujah. Donc en fait, oui, il y a eu des bombardements forts. Et c'est ce qu'on reproche finalement à l'Occident. C'est d'avoir fait la même chose que ce que l'on reproche aujourd'hui aux Russes. Cependant, vous dites bien à quel point il y a une différence de culture dans les opérations, y compris celles auxquelles vous avez participé. Le plus possible, en tout cas, notamment dans l'armée française, éviter les morts civiles. Ah mais ça, c'est évident. C'est-à-dire que la vraie... par exemple, je prends le cas d'un pilote de chasse. Un pilote de chasse qui largue son missile ou sa bombe est responsable du tir. Et croyez-moi bien qu'il ne va pas tirer n'importe où. Je prends le cas, je ne sais pas si je le raconte dans mon livre, mais d'un avion allemand qui avait bombardé une citerne en Afghanistan. En fait, cette citerne s'est avérée, il pensait que c'était une citerne avec des talibans autour. En fait, c'était des femmes et des enfants autour d'une citerne d'eau. En fait, la conséquence immédiate a été la démission du ministre de la Défense allemande, du chef d'état-major des armées allemandes. Donc oui, en fait, pour une armée occidentale, c'est impossible. Le crime de Même guerre, à Raqqa. À Raqqa, quand les Occidentaux bombardaient pour abattre le groupe État islamique. absolument. À Raqqa, par exemple, on n'a jamais fait bombarder le stade de Raqqa alors que le PC de Daesh était dans le stade, car on savait qu'en dessous, il y avait des prisons dans lesquelles il y avait des prisonniers. Donc en fait, on n'a jamais frappé, alors que c'était pourtant un poste de commandement de Daesh. Quelle est votre intuition sur la suite des événements? Personne, Madame Soleil, mais vous avez une telle expérience de la guerre visible et de la guerre secrète. Est-ce que le risque existe d'une vraie guerre mondiale, c'est-à-dire où les Chinois et d'autres soient entraînés dans ce qui est un conflit vraiment mondial? Alors, oui, c'est tout le problème de l'escalade. Et on voit bien qu'effectivement, on sent qu'actuellement, il y a une espèce de frein, même côté américain, qui demande aux Ukrainiens à qui ils donnent des armes de ne pas tirer sur la Russie. Justement pour éviter cette escalade. Parce que l'escalade, c'est quoi ensuite? C'est que les Russes tirent sur un pays de l'OTAN, que l'OTAN réagit, et ainsi de suite. Et que petit à petit, on monte dans une escalade, et que des pays s'allient, qu'il y ait une alliance russo-chinoise par exemple, même si je suis convaincu que les Chinois n'ont pas une volonté expansionniste sur le plan territorial. Je ne parle pas de Taïwan. Et cependant, ni de la mer de Chine du Sud. On a vu pendant la Première Guerre mondiale cet enchaînement terrible où Absolument. beaucoup de puissances qui ne veulent pas, entre guillemets, la guerre, entrent quand même en guerre.
Alors on n'est plus non plus au début du XXe siècle. Je pense que depuis, il y a des instances diplomatiques comme l'ONU, par exemple, des instances. Je reste optimiste, je cherche à l'être, même si on peut être surpris par l'homme parfois. Et comme disait saint François de Sales, là où il y a des hommes, il y a des hommeries. Je pense que c'est vrai, on n'est jamais à l'abri. Et justement, il faut empêcher cette montée aux extrêmes qui ferait que les conséquences seraient une guerre mondiale. Et je pense que personne n'a intérêt à aller vers ça. Merci beaucoup, Général Gomard. Tout de suite, ce documentaire sur le KGB. Un mot sur la spécificité de ce service. Vous avez pratiqué tous les services. Est-ce que par son ampleur, par sa brutalité, il venait d'un service comme le NKVD qui a tué à une telle échelle? Ils ont changé depuis lors, mais enfin... Le KGB qui est devenu FSB. Hein. Moi, mon homologue, c'était le GRU, en fait, dans lequel dépendent les Spetsnaz, en fait, leurs forces spéciales. Oui, c'était un service de renseignement très très puissant qui a retourné, et on sait les empoisonnements qui ont été commis par le FSB encore, voire par le GRU. Donc oui, ça reste un service de renseignement puissant, mais qui est prêt à tout pour obtenir certaines informations, voire pour punir certains défecteurs. Mon général, merci beaucoup. Je recommande très vivement votre livre, Général Gomard.